bonjour tout le monde. Il est exactement 12h04. Alors, toutes nos excuses de démarrer un peu en retard, mais on a eu un petit problème technique. Donc, vous êtes bien sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous pouvez nous suivre également sur le www.radiograndlac.com. Et donc, je souhaite un excellent appétit à tous les gens qui se mettent à table. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir René Faure qui est à mes côtés. Bonjour René. Bonjour Claudine. Comment ça va? Très bien. Il voulait tu voulais peut-être me... Non, bonjour à tous et puis un grand bonjour à tous les groupes que j'ai là, notamment Maison de quartier du Cirrose en sophrologie et en auto-hypnose. Mais simplement, c'était 4 minutes de stress offert par Radio Grand Lac. Parce que Claudine avait perdu son jingle, du coup c'était la panique à bord et justement c'est excellent. Parce que vous avez vécu ça par l'intermédiaire de cette radio, 4 minutes de stress. Voilà, donc... et c'est offert, c'est gratos. Voilà. Et donc, pour nous excuser, on va juste remettre le petit jingle et on revient. Restez zen. Avec Passeport Bien-être. Et nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Et donc, j'ai comme invité aujourd'hui René Faure. Donc, on a décidé avec René d'ouvrir un dossier complet. Donc, vous aurez le plaisir de le retrouver 3 mercredis de suite. Donc, il me dit 4. Mais on va commencer, René, par le stress, je crois. C'est ce que tu voulais nous parler aujourd'hui, du stress. C'est ça? Effectivement, c'est ça. On va parler donc du stress. Et le stress... quand on entend parler dans la vie quotidienne, c'est un peu un mot fourre-tout. J'ai le stress. Ou c'est le stress. Et le stress, finalement, ça sert à toutes les sauces, finalement. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, pour savoir ce que c'est imaginer, par exemple, que on est tous sur un même bateau. Aujourd'hui, la météo est bonne, mais imaginez que la météo devienne mauvaise sur un bateau. Et sur ce bateau-là, tout le monde n'aura pas le même mal de mer à bord. Il y en a qui seront très malades, d'autres moins, d'autres pas du tout. Par ailleurs, certaines vagues, certaines situations provoqueront plus de nausées chez les uns que chez les autres. Ainsi, face à un même stresseur, donc qui est la mer démontée, qui est la tempête, on ne réagit pas tous de la même manière. Et par ailleurs, les stresseurs les plus impressionnants ne sont pas forcément les plus dangereux. C'est pourquoi après avoir C'est pour ça, après avoir repéré les vagues qui agitent l'océan dans notre univers professionnel ou personnel, il est important de comprendre par quel mécanisme elles nous affectent. Et c'est ce qu'on va voir là pendant cette émission. Il y a une autre chose qui est intéressante à voir. Imaginez aussi que je vous donne à tous, chers auditeurs, un verre d'eau et que je vous demande de le tenir le bras tendu. Le poids absolu du verre d'eau n'a pas d'importance. Si je vous dis de le tenir 1 minute, chez la plupart d'entre vous, ça ne sera pas un problème, disons quasiment à 100%. Si je vous demande de le tenir pendant 1 heure, bien évidemment, il y aura quand même quelques douleurs dans le bras qui vont commencer à apparaître. Et si je vous demande de le tenir 1 journée entière, alors là, c'est la pagaille parce que le bras il sera engourdi, paralysé, ça sera pas ça. T'as intérêt à te mettre au-dessus d'un évier, là. Et c'est exactement ça. Le stress et les inquiétudes dans la vie, souvent, ce sont comme ce verre d'eau. Vous y pensez un petit moment, et rien ne se passe. Vous y pensez un peu plus longtemps, et ça commence à faire mal. Et si vous en pensez toute la journée, alors là, on se sent paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. Alors, de temps en temps, c'est intéressant de vider le verre. Je parle du verre d'eau, On vide les verres, mais le verre d'eau. Et pour continuer, je voudrais vous parler d'abord d'un savant qui s'appelle Robert Sapolsky, qui a étudié, lui, les zèbres et les babouins. Alors, vous allez me dire, pourquoi les zèbres et les babouins? Pourquoi pas, je vous répondrai. Ça, c'est René, ça. Parce que c'est intéressant. L'idée, c'est que le zèbre ne tombe jamais malade malgré le stress intense qu'il subit
lorsqu'il se fait courir par un fauve, car s'il en échappe, il se calme au plus vite et ne se perd pas en rumination et anticipation anxieuse, contrairement à l'homme. Ce zèbre, il vit une série de stress ponctuels et qui ne se transforme pas en stress chronique, seul véritable tueur de l'ombre. Oh mon Dieu. Et en plus, sachez quand même que le lion, il attrape ses proies à peu près 80%, 20% du temps seulement. Hein. Il n'attrape pas chaque fois, heureusement pour le zèbre. Donc le zèbre, quand il échappe au lion, il va plus loin, il broute tranquille et il a oublié tout de suite. Alors que l'homme, lui, il se met des couches, comme un peu des oignons. Il rumine. Il rumine. Et le zèbre, je sais pas s'il rumine, non, enfin bon, voilà. Ben non, donc, tu viens de dire que non. Non, il passe rumine à pas, autre chose, il le peut zèbre. ruminer l'herbe, pas les idées. Donc ce zèbre-là, il va échapper, puis après il va refaire sa vie, mais évidemment, si un lion revient, il partira en courant. Et puis Sabolsky, il a aussi étudié les babouins. Les babouins, c'est intéressant parce que c'est une population d'animaux qui est un peu comme très hiérarchisée, donc il y a les dominants et les dominés. Et ils se sont aperçus que chez ces babouins, seuls les dominés présentaient des signes de stress. Seuls les dominés présentaient notamment des ulcères gastriques. Les dominants, là, les babouins ont très peu de prédateurs, donc ils s'en foutent un petit peu, hein, donc ils étaient à peu près tranquilles. Mais donc, du coup, ça veut dire que ils sont dominés en permanence. C'est pas tout à fait comme le zèbre, c'était ponctuel, et là, c'est tout le temps que ça revient, et à ce moment-là, c'est encore autre chose. Alors, on va essayer d'étudier un petit peu ça plus précisément, mais en gros, avec cette idée-là, c'est que effectivement, il y a un stress conjoncturel et un stress qu'on va appeler chronique, hein, c'est-à-dire une exposition prolongée à quelque chose, et conjoncturel, c'est un événement ponctuel. Voilà. Et après la petite musique, je pense, hein, c'est ça. On va se faire une petite pause musicale. On va revenir hein. sur ces deux sortes de stress-là, qui sont très complémentaires, très copains. On se fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 88 FM. Vous savez maintenant, parce que depuis le temps qu'on vous l'annonce, que vous pouvez également nous suivre sur le www.radiograndlac.com. Je suis toujours en compagnie de René Faure qui nous parlait de stress. Donc là, René, je pense que tu veux nous expliquer un petit peu le trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Il y a une chanson qui disait noir c'est noir, mais nous on dit trop c'est trop. Mais là il y a de l'espoir. Hein. Voilà. Alors, dans la chanson noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Nous, il y a de l'espoir. Ouais, c'est ça qui est. Eh ben, heureusement, dis donc. Bah oui, quand même. Et en plus il fait beau aujourd'hui. Ah bah tiens. Oui, alors ce que je veux dire que le stress, qu'il soit conjoncturel ou chronique, il surgit à travers un certain nombre de mécanismes qui font à la fois intervenir notre corps et notre esprit. Mais à la baguette, le chef d'orchestre de tout ça, c'est le cerveau. Et c'est le cerveau, c'est lui qui fait partir les ordres ces ordres vont parvenir à un certain nombre d'organes. Alors c'est tout ça, c'est une prise de conscience. On va parler d'abord de cette prise de conscience, parce que nos cerveaux, il reçoit à tout moment des données qui viennent de nos 5 sens, visuel, auditif, gustatif, olfactif, kinesthésique, de nos pensées, de nos émotions, de nos humeurs, aussi de nos comportements physiques, de nos attitudes, de nos postures corporelles. Et toutes ces informations n'arrivent pas dans un cerveau vierge. Elles viennent s'ajouter tout le temps à un stock qui existe déjà. Parce que notre mémoire a déjà enregistré depuis notre naissance des milliards et des milliards d'informations. Et toutes nos expériences, nos peurs, nos échecs, nos sentiments, ils sont déjà entassés comme des livres dans une bibliothèque. Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque. Alors il y en a qui sont rangés tout devant, il y en a qui sont rangés tout en haut, d'autres au fond, d'autres très haut, d'autres très bas. Et on cumule comme ça un capital d'images agréables ou désagréables, de paroles encourageantes ou au contraire de paroles blessantes, d'odeurs, de saveurs, de pensées, d'émotions, de sensations. Alors, tous ces souvenirs qui sont porteurs d'angoisse pour certains sont prêts toujours à ressurgir à la moindre occasion. Et puis d'autres qui sont au fond de la bibliothèque, qui restent enfouis, se manifestent que lors d'événements imprévus, d'un hasard.
Imaginez que vous croisiez dans la rue quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais simplement le fait de voir sa silhouette, sa démarche peut-être, vous allez reconnaître quelqu'un, vous allez dire, ah, peut-être que ça va susciter de la colère ou de la joie en vous. Simplement parce que cette silhouette sera déjà emmagasinée dans votre cerveau. Pareil, quand vous dégustez un plat en imaginant que votre grand-mère, votre maman, quelqu'un de votre famille vous a fait un clafoutis. Moi, j'adore les clafoutis, ça n'a rien à voir. Et chaque fois que vous mangez un clafoutis, ça vous ramène, cette odeur-là, vous ramène effectivement à ce moment agréable que vous avez vécu en famille avec quelqu'un, votre grand-mère, votre mère, ou peu importe, ou une autre personne. Et tout le monde a très rapidement à la mémoire, à l'en-tête, les madeleines de Proust, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'identification des éléments nouveaux, qui viennent en particulier du stock ancien, font que toutes ces données nouvelles prennent un sens. Elles sont toutes reliées à quelque chose. Ou alors elles sont complètement nouvelles et après elles deviennent sur quelque chose qui sera relié justement à ces nouvelles. Et leur donner un sens, c'est en quelque sorte leur donner vie. Et une réalité à quelque chose qui sinon ne viendrait pas au niveau de la conscience. Alors donc le cerveau identifie, il fait exister, et c'est ça cette prise de conscience. L'interprétation que notre cerveau fait de toutes ces données constitue une pensée, alors qu'elle soit petite ou grande, brute ou élaborée. Et ça donne aussi une qualité à cette pensée. Je veux dire par là que cette pensée est rarement neutre. Elle est bonne, elle est mauvaise, il y a toujours un niveau de gradation là-dessus, mais elle est rarement neutre. Si par exemple je vous dis « il pleut », on pourrait penser que ça n'a aucun sens émotionnel, aucun contenu émotionnel. En réalité, c'est faux. Parce que ça met en connexion des tas de stocks d'images qu'on a de la pluie, des émotions, des souvenirs par exemple d'un parapluie qui s'est retourné, d'une promenade sous la pluie, du froid. Pour certains, la pluie, ça va ramener des souvenirs très agréables, et d'autres, beaucoup moins agréables. Imaginez, tiens, on est le 14, je crois que c'est la Saint-Valentin, c'est ça ? Tout à fait. Imaginez que le jour de la Saint-Valentin, il y a quelques années, vous étiez promené avec la personne de votre choix, qui pleuvait sous un parapluie. Cette pluie-là, elle va vous ramener ces souvenirs-là, le 14. Donc c'est bien stocké. Donc ce cerveau, qui est un véritable ordinateur, va utiliser une glande qui est à sa base, une petite glande qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un véritable disque dur, un ordinateur, d'où part l'ordre de réaction au stress, après que le message de stress ait été envoyé. Et quand il reçoit ces informations, l'hypothalamus joue un rôle d'aiguilleur. Il va envoyer dans deux directions possibles, deux systèmes possibles. Le système nerveux sympathique et le système hypophysaire. Et on va en parler de ces deux systèmes dans quelques instants. Voilà, on va se faire une petite pour bien séparer les choses, donc que ce soit clair. Donc on a, pour résumer en 3 secondes, tout un stock d'émotions, de choses qu'on a dans le cerveau, comme une grande bibliothèque. Quand il y a du nouveau qui arrive, il y a toujours une connexion avec cet ancien souvenir, cette mémoire, je dirais. Et du coup, le cerveau, quand il va voir tout ça, cet hypothalamus va déclencher des réactions en fonction de deux systèmes principaux, le système nerveux sympathique et le système hypophysaire. On en parlera tout de suite après cette petite pause musicale. À tout à l'heure. Après. Radio Grand Lac. Et nous revoilà sur Radio Grand Lac 88 FM en compagnie de René Fort, donc qui nous parle pour ce premier volet de stress. Donc René, avant de nous quitter, là, avant de faire la petite pause musicale, tu nous disais que tu voulais nous parler du système nerveux sympathique et hypophysaire. Alors, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques petites définitions et explications sur ces deux systèmes. Eh ben oui, nous allons donner ces explications. Oui, parce que pour reprendre, résumer tout ce que j'ai dit avant, l'hypothalamus, donc, qui joue un rôle d'aiguilleur. Donc, il y aura deux systèmes, il en rajoute deux systèmes. Le premier, donc, le système nerveux sympathique, c'est celui-là dont on va parler maintenant, et ça, c'est la partie involontaire, c'est la partie réflexe et automatique du système nerveux. Une partie qui gère la quasi-totalité des régulations et des adaptations de l'organisme. C'est ce que j'appelle le SRI, système à réponse immédiate. Ça, je viens de l'inventer, c'est en direct.
Oui. Les séries, c'est pas mal. Système à réponse immédiate, alors qu'on verra tout à l'heure le système à réponse lente. Et c'est lui qui contrôle l'action et qui active l'éveil dès qu'il y a une situation d'urgence. Pour une réaction d'adaptation extrêmement rapide et une intervention rapide. Par exemple, si vous apercevez un enfant qui traverse en dehors des clous, si cet enfant se trouve en danger, et que vous devez vous précipiter pour le secourir, qu'est-ce qui va se passer? L'hypothalamus va alors mettre en marche un système nerveux sympathique, ce système-là. Et au-dessus des reins, il y a 2 petites glandes qui se trouvent là qu'on appelle les capsules surrénales. Elles sont elles-mêmes formées d'une partie inférieure qui constitue les médullo-surrénales et une partie extérieure, périphérique, qu'on appelle les cortico-surrénales. Donc le système nerveux sympathique, il va accélérer la production des médullo-surrénales, qui fabriquent des hormones. Alors justement, on va donner une petite définition du mot hormone, parce qu'on va en reparler plusieurs fois pendant l'émission, et puis même l'année prochaine. C'est une substance qui est sécrétée par une glande. Ces glandes, ça s'appelle les glandes endocrines, d'une façon générale. Et cette substance est transportée par la circulation sanguine. Et cette substance, elle vient accélérer ou ralentir ou encore inhiber le fonctionnement d'un organe ou d'un tissu. Donc cette hormone est baladée, promenée par le sang. Donc en l'espèce, on est dans les glandes médico-surrénales qui fabriquent des hormones qu'on va appeler principalement adrénaline. Ce mot-là, on l'entend souvent. Ah oui. Adrénaline, on l'entend souvent. Et cette adrénaline, qui est la plus importante de toutes ces hormones qui viennent là, on l'appelle parfois l'hormone de l'urgence, parce qu'elle a des effets multiples et très puissants. Et quand je vais vous dire ça, vous allez relier ça aussi en même temps au zèbre, qui à un moment donné, quand il doit partir très vite parce que le lion lui court après, qu'est-ce qui va se passer? Cette adrénaline va accélérer le rythme du cœur, augmenter le débit cardiaque, afin que le sang arrive plus vite et en plus grande quantité à tous les organes. Du coup, le cœur, par exemple, si on prend zèbre, ça va accélérer et donc il y aura plus de sang qui va arriver, par exemple, aux organes, aux muscles des jambes, pour qu'ils puissent fuir plus vite. Ça fournit aussi à notre corps beaucoup d'énergie, dont il a besoin en libérant le sucre qui est stocké dans le foie. Donc énormément d'énergie qui arrive avec cette adrénaline. Et ça augmente la réaction d'éveil et de vigilance au niveau du cerveau. Ainsi, quand vous voyez cet enfant qui traverse, vous ressentez cette émotion. C'est intense, peur, affolement, désir de vous porter à son secours, tout se met en place tout de suite. Et tout se met en marche à l'intérieur de votre corps pour vous permettre de tenir le coup. Parce que qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir en courant, vous allez faire une distance peut-être plus ou moins longue, mais très rapidement. Dès le point que, des fois on entend dire, mais je savais pas que j'étais capable de courir aussi vite. Parce que tout s'est fait tout seul. Tout s'est mobilisé tout seul. Et bien sûr, vous avez réussi à sauver cet enfant. Donc, une situation de danger ou de grande responsabilité, par exemple dans ce cas-là, ça provoque effectivement une sécrétion très importante de cette hormone de l'urgence. Exactement aussi, c'est le même cas par exemple pour un exercice musculaire important, par exemple un contre-la-montre en cyclisme. Au départ, il y a énormément d'adrénaline qui arrive parce que le coureur va avoir besoin effectivement de toute sa puissance, tout ce potentiel pour faire sa course. Et lorsqu'on cesse d'être soumis à tous ces efforts, à ces émotions, à ces situations d'urgence, cette fabrication automatiquement revient à la normale, avec des petites doses, et se stabilise. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que plus une personne maîtrise une situation ou agit avec calme, moins elle produit cette hormone. Du coup, un travail bien appris, parfaitement maîtrisé, bien préparé, permet d'économiser cette hormone. Donc, est-ce que ça veut dire que si on fait trop vite, je veux dire comme ce que tu expliquais là tout à l'heure,
on risque de faire, admettons, un accident cardiaque, ou si on agit trop vite, si on n'est pas dans le calme pour gérer une situation, est-ce que ça peut aller sur un incident cardiaque ou autre? Ah ben, ça peut effectivement arriver sur des incidents un peu divers et variés, mais bien sûr. Par exemple, parce que si vous voulez, quand cette hormone arrive, tout se met en place, tout se met en activité. Le cœur bat plus vite, le sang va plus vite et tout, et on réagit. Après, je dirais presque qu'on se pose même plus de questions, c'est automatique. Ouais. Et on agit. Voilà. Et alors, ça, c'est des situations d'adaptation, d'urgence ou surprise, une situation surprise. Mais ces situations-là, elles arrivent de temps en temps dans la vie, c'est pas les seules qui arrivent. Il y a des fois des situations qui sont répétitives, ou trop intenses, ou trop longues, et qui n'ont plus vraiment de rapport avec vraiment ce qu'ils l'ont provoqué, tellement elles sont longues. Et là, c'est une histoire de stress qui intervient sur des événements qui sont pas liés à la conjoncture, c'est-à-dire à la ponctualité, mais qui sont liés à, comment dirais-je, quelque chose qui se répète sans arrêt. Par exemple, lorsque sur son lieu de travail, on subit sans arrêt des contraintes de son supérieur et des remarques, etc., etc., etc. C'est pas ponctuel, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est à ce moment-là que le stress, ce qu'on appelle le stress conjoncturel, donc c'est beaucoup plus long, et c'est là que le système devient plus lent, et qu'on arrive sur le système hypophysaire. Qui font dont je parlerai après la musique, je pense, c'est ça, non? Ah, tu veux écouter une petite musique? Eh ben, écoute, il n'y a pas de souci, on va se faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être. Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Et oui, nous voilà de retour sur Radio Grand Lac. Il est 12h36. Donc, je souhaite un excellent appétit aux gens qui se mettent à table en ce moment. Et puis, on est donc toujours en compagnie de René Faure qui nous parle de stress. Donc là, René, tu vas peut-être nous expliquer maintenant le système hypophysaire. Voilà, on va continuer un petit peu, parce que ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est un stress, c'est une réaction d'adaptation classique, physique, rapide. Mais quand cette réaction n'a plus vraiment de rapport avec ce qu'il a provoqué, on entre dans un nouveau style de stress, je dirais, qui est lié aux événements qui nous perturbent, à la conjoncture. D'où son nom de stress conjoncturel. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Et alors à ce moment-là, le corps fabrique trop d'adrénaline, ou au contraire pas assez, selon les situations. Trop d'adrénaline, ça veut dire des réactions très fortes, anormales, quasiment, la colère, les grosses colères. Juste un mot sur la colère, 2 mots. Simplement, quand on se met en colère, c'est souvent une punition qu'on s'inflige à soi-même pour une faute des autres, parfois. Pour ceux qui aiment se punir. Et pas assez d'adrénaline, ça veut dire que quand on doit, par exemple, réaliser un travail très difficile, qu'il existe une très grosse concentration, et qu'on n'est pas capable de fournir une quantité suffisante de cette hormone, alors on est complètement pas efficace. Et ce manque d'efficacité entraîne aussi un stress. Comme quand je vous disais tout à l'heure qu'on est dominé par quelqu'un, qu'on est contraint de subir des reproches en permanence. Surtout si on pense qu'ils sont infondés. Alors, ça revient à ronger son frein. On est contraint de ronger son frein, de ne pas répliquer. Alors le cerveau, qui réagit à tout ça, il va bloquer la fabrication d'adrénaline. Parce que c'est désormais inutile puisqu'il n'y a pas de réaction rapide à faire. Et puis, l'adrénaline fabriquée n'est même plus consommée. Alors, on va produire autre chose, et on va produire du cortisol, qui est une hormone produite par un autre système. Et le cerveau a changé de système d'aiguillage. L'aiguillage nous oriente sur autre chose. Donc en fait, on se trouve devant 2 excès inverses qui entraînent des perturbations biologiques, organiques et fonctionnelles différentes. Et cet autre système, c'est le système hypophysaire.
Le nom plus précis serait cortico-surrénalien, mais bon, on va rester sur hypophysaire. Ouais, c'est un petit peu simple. compliqué là. Hein. Et celui-là, il est plutôt inhibiteur de l'action. Et contrairement au précédent, sa réponse n'est pas immédiate, elle est retardée. Prenons par exemple certaines réunions de famille, qui reviennent comme une corvée. Pas pour tout le monde, hein, quand même. Oui, non, mais Précisons-le. oui, Faut non, pas non, mettre en colère, exemple. comme tu disais. C'est un exemple. Ben, il y en a plein et on peut pas les éviter. C'est impossible d'exprimer notre désagrément. Et ben, je prends ça parce que tout le monde s'est des fois ennuyé dans les réunions de famille, j'imagine. Non? Bon, des non, fois, pas on y forcément. va. Bon, pas forcément. Bon. Ouais. C'est un mauvais exemple, mais on le garde quand même. Non, mais c'est un très bon exemple, René, rassure-toi. Donc, ce système est activé à ce moment-là par l'hypothalamus, changement d'aiguillage, plus tardivement, dans des situations peu urgentes, mais répétitives. Et cette activation, ça se déroule à un rythme d'accroissement plus lent. Alors, on va prendre en situation normale. Le processus est le suivant. L'hypophyse produit une substance qui joue le rôle de messager, qui sollicite une autre petite glande à la base du cerveau qu'on va appeler l'hypophyse. C'est celle-là, c'est le deuxième aiguillage, l'autre aiguillage. Et celle-ci, l'hypophyse fabrique de nombreuses hormones. Alors, on va en citer 2-3, parce que c'est intéressant de savoir ça. Les principales, c'est les stimulines sexuelles, qui stimulent les ovaires, les testicules. Elle sécrète aussi, et ça c'est important, c'est intéressant de savoir, des endorphines, qui sont des morphines naturelles ou des hormones euphorisantes qui calment la douleur et même d'une certaine façon la font oublier passagèrement. La particularité de ces endorphines, elles sont sécrétées lors de stress aigu ou conjoncturel, en même temps que l'adrénaline. C'est ainsi, souvent quand on regarde un match, on voit un sportif qui subit un choc violent au cours d'un match et qui continue de jouer sans ressentir de douleur, car en même temps qu'il a sécrété de l'adrénaline, il a fabriqué des endorphines. Et c'est qu'après le match que la douleur revient. Après le match seulement. Et puis, elle fabrique enfin cette hypophyse. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est une hormone qui stimule les glandes cortico-surrénales, dont nous savons qu'elles se trouvent dans la partie périphérique, juste au-dessus des reins. Elle sécrète à leur tour celle-ci, quelque chose dont on entend parler, le cortisol, qu'on appelle souvent cortisone. Et le cortisol, ça se caractérise surtout par son action anti-inflammatoire. Alors, ce cortisol va entraîner... Ah non. Pardon. Je croyais que tu avais un trou. Non, mais des fois on a le trac, mais il y en a une qui disait que le trac il vient qu'avec le talent, donc c'est bon. Oh. C'est une comédienne qui disait ça un jour, un jeune comédien qui disait moi j'ai pas le trac, tout ça et tout. Elle lui a répondu gentiment, ne t'inquiète pas, le trac viendra avec le talent. Et hop, prends ça. Hein, voilà. Donc, pour continuer sur cette hormone qui favorise beaucoup de libération de sucre dans le sang et contribue à la reconstitution aussi de ce stock de sucre. Donc, ce cortisol qui s'extrait, il va effectivement, lui, nous amener à des tas de choses, parce que physiologiquement, il va avoir quelque chose de très destructeur, hein, du style ulcère l'estomac, et on reprend l'exemple des babouins. Ceux qui sont stressés en permanence, ils ont effectivement des ulcères à l'estomac, ils ont des problèmes gastriques. D'ailleurs, pourquoi c'est vrai que les gens qui sont hyper stressés, qui sont ça se porte tout sur l'estomac. Pourquoi spécialement sur l'estomac, quoi? Bah oui, hein, justement, on peut se poser la question, c'est une très bonne question. Bah oui, ça pourrait être le foie, ça pourrait être... Mais non, c'est souvent les ulcères. Il y a beaucoup de choses qui sont touchées, notamment certains diabètes, l'obésité, des choses comme ça. Ça entraîne plein de dysfonctionnements, ce cortisol. Parce que, et toutes ces situations répétitives entraînent plein de dysfonctionnements, et c'est ce stress chronique, justement, qui est le plus dangereux. Parce que, effectivement, il amène beaucoup au niveau dépression, au niveau rhumatisme, au niveau allergie,
beaucoup de maladies beaucoup plus graves. Il y a beaucoup de risques pathologiques qui baissent parce que l'immunité baisse et donc ça devient de plus en plus problématique. D'ailleurs, on voit très bien généralement les gens qui ont un cancer, malheureusement, c'est souvent dû à un gros choc émotionnel. Exactement, mais qui se produit, ce choc émotionnel qui se produit, et le cancer, il arrive 1 an, 2 ans, peut-être 6 mois après, beaucoup plus longtemps, le temps que tout se mette en place et que ça intervienne. Mais ces deux systèmes, en fait, un qui est rapide, un qui est lent, en fait, ils se combinent. Parce qu'on réagit jamais de la même façon devant une situation, jamais aucune personne. Rappelez-vous l'exemple du bateau. Donc il y a des moments les situations psychologiques et physiques du moment ont aussi leur importance. Et face à des attaques semblables, les organismes ont des réactions différentes. Et ensuite, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la capacité des individus au stress et à son installation varie suivant les personnes. Parce que on connaît tous des personnes qui pratiquent des métiers stressants, mais qui dominent parfaitement la situation, qui restent calmes, équilibrés. Alors que d'autres, inversement, perdent pied, ou même s'ils exercent des professions qui demandent moins d'investissement personnel, eh ben, ils n'assument plus au bout d'un certain temps. On peut donc dire d'une certaine façon que la personnalité, et même au niveau du patrimoine génétique, de l'âge et du sexe, chacun va fabriquer son propre stress. D'ailleurs, il y a une formule, dis-moi quel est ton stress, je te dirai qui tu es. Pas mal cette formule, tiens. Ouais, tiens, c'est nouveau, c'est de René. Non, je suis très modeste, je l'ai repris quand même. Donc, quand même, ce qui est intéressant, et on va voir ça après, c'est que on n'est pas égaux à la naissance devant le stress. De même qu'on n'est pas égaux sur le jogging du dimanche matin. Face à un événement grave, il y a un individu qui tiendra le coup tandis qu'un autre sera victime d'une attaque cardiaque. Alors pourquoi? Bonne question. Vous avez bien fait de me la poser. Excellente. Ça c'est René, ça y est, je le retrouve. Alors, outre la raison particulière qui peut faire qu'on a un organe un peu plus fatigué, à notre naissance, on a une sorte de carte d'identité biologique qui détermine non seulement notre physique, mais aussi, selon certaines études récentes, je parle sur des études récentes, notre capital d'adaptation et de résistance, une sorte de banque de réserve d'énergie, un livret jeunesse, certains appellent ça. Et c'est cette partie innée du stress qui n'est pas seule déterminante. En effet, parce que si on tire trop sur le capital jeunesse, même s'il est important à la naissance, il va s'épuiser. Par contre, à l'inverse, si on l'économise, si on le gère convenablement, il ne se restreint pas trop et peut nous en faire un bon usage. C'est une bonne nouvelle. Ainsi, l'inégalité de départ devant le stress peut être corrigée et c'est à nous de nous mettre au travail. Alors, après le disque qui va arriver, on reparlera un petit peu de ce qu'on peut faire. Ouais, mais c'est exactement ce que j'allais dire, tu vois. Il faut s'éduquer, en fait. C'est compliqué, mais il faut arriver à s'éduquer pour pouvoir gérer notre stress, quel qu'il soit. Oui, parce que en plus, ça, je vais donner 2-3 chiffres, mais les doses de stress, par exemple, en fonction des changements, par exemple, le décès d'un conjoint, c'est sur une échelle de 0 à 100, c'est 100. Un divorce, c'est 73. Les vacances, c'est 13. Noël, c'est 12. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Une séparation avec sa femme ou son mari, c'est 65. Donc, vous voyez, toutes ces choses. Même un déménagement amène du stress. Même si on va vers une région ou un autre appartement t'es bien placé pour savoir. Oui, c'est bien placé pour ça. C'est plus agréable, changement de situation, ça amène du stress. Voilà. Bien que le déménagement soit très agréable, c'est vrai que les préparatifs, c'est l'horreur, quoi. Là, il y a énormément de stress. Donc, c'est pour ça qu'on va on va aller dans un autre monde avec téléphone, et puis on revient tout de suite après. Et voilà. Claudine avec vous, dans Passeport Bien-être, tous les mercredis, de midi à 13h, sur Radio Grand Lac. Eh oui, téléphone n'a pas voulu nous emmener dans un autre monde, tant pis pour nous, on s'est régalé quand même avec Hélène Ségara, elle, tu l'aimes. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc, René, on va reprendre sur le stress. Oui, on va faire juste un petit résumé en quelques mots de ce qu'on a fait. Donc, le stress, c'est une réaction. Alors,
si on considère 3 profils, par exemple, une personne qui a des réactions de colère rapides et tout, qui exprime son agressivité, donc ça va être l'adrénaline un maximum, et du coup des risques cardiovasculaires, des risques d'infarctus, d'hypertension. Ça, c'est le premier profil. Deuxième profil, si c'est une personne qui est très équilibrée, qui analyse les choses, réaction hormonale normale, adaptée, moins de risques. Et puis un troisième profil où la réponse qu'on donne est réprimée. C'est-à-dire que c'est cette réponse qu'on donne. Donc, le profil A, ils peuvent très bien basculer aussi à un moment donné vers une réponse réprimée. Et c'est ces réponses réprimées. Là, c'est l'autre hormone, c'est le cortisol. Et là, c'est une baisse de l'immunité, des infections, des ulcères, des dépressions, des rhumatismes, des allergies, etc., etc. Et puis bien d'autres pathologies qui peuvent arriver aussi. Voilà en gros 3 profils pour synthétiser un petit peu l'heure d'émission qu'on a faite. Par rapport à tout ça, donc, chaque fois qu'on a un message de stress qui arrive au cerveau, il est analysé, il est interprété. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au début, la grande bibliothèque du cerveau. Et ça résulte une réaction finale, un comportement et une posture. Alors face à un stress, soit on agit en amont, on supprime les facteurs de stress, on évite les facteurs de stress, ou on fuit quand on peut fuir. Là, c'est selon les possibilités. Mais par exemple, si je passe dans une rue où j'ai peur de, mettons, un enfant qui promène dans la rue, qui a peur de passer dans une rue parce qu'il y a un chien, s'il change de rue, il va supprimer ce facteur de stress. S'il ne passera plus là. Donc, il l'aura éliminé. Soit ça se situe au niveau d'une interprétation d'un message. Simplement, on filtre le message. Est-ce qu'il m'est bien destiné? Et puis, comment il m'est destiné? Est-ce que je peux changer le contenu du message? Prendre du recul, le relativiser? Ou dire changer de lunettes, c'est-à-dire le regarder avec un autre regard. Ça, c'est par rapport à un message. Ça, c'est dans l'action, c'est sur l'interprétation de la chose. Soit, on a une réaction en aval, sur le message final. On change de réaction. On change de comportement. Dans une situation répétitive, on peut toujours s'interroger sur le comportement qu'on peut avoir pour changer de comportement de manière à ce que ça nous stresse moins. On change d'attitude. On change de posture. Puis aussi une discipline de vie. D'hygiène de vie. Le sport, toutes les activités qui nous intéressent qu'on peut faire, qui sont des activités qui sont intéressantes, qui compensent tout ça. Quand on a vu tout ça, on se dit aussi qu'il y a encore d'autres choses, et c'est pour ça qu'on le verra la semaine prochaine, parce qu'on va parler de quelque chose de très important par rapport à tout ça, c'est la respiration. Alors imaginez maintenant que votre cerveau soit coupé en 3 à l'horizontale. Sur le haut, ça va être très schématique mais très simple pour bien comprendre les choses. Sur le haut, ça va être l'étage, mettons, de la réflexion, de l'analyse. On compare les choses, on décode, on crée. Au milieu, ce que j'appelle moi le rez-de-chaussée, juste en dessous, c'est là que le stress va arriver. Il y aura les réactions, les identifications de danger, les réactions de stress, etc. Et en dessous, en bas, tout le côté respiration, relaxation, battement cardiaque et tout. Alors on a tous, certainement en mémoire, par exemple quand un enfant, je pense souvent des exemples d'enfants parce que c'est souvent très très parlant. Quelqu'un qui subit une émotion importante, si on lui demande ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, c'est toujours très difficile d'expliquer tout de suite ce qui s'est passé. Il faut toujours passer par le truc d'en dessous, la cave, où il y a la respiration, relâchement, de manière à ce qu'après il puisse monter au grenier pour pouvoir trouver les analyses, les explications. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et justement, cette respiration est extrêmement importante qui va nous permettre de faire l'émission de la semaine prochaine. On va parler de ça parce que c'est un outil qu'on a, qu'on peut emmener partout, qui est gratuit, qui est à disposition de tout le monde et qui permet effectivement d'avoir une réponse extrêmement efficace à long terme sur ce stress et toutes ses conséquences. Eh bien, écoute, René, tu nous as fait un super exposé donc sur le sujet du stress et on s'est régalé encore une fois. Et donc la semaine prochaine, comme tu l'as dit, on va ouvrir un deuxième volet. Et donc ce sera la respiration. Donc là, on va pas vous en dire plus parce que
on vous laisse la surprise. Mais bon, René sait vraiment avec professionnalisme nous expliquer donc toutes ces choses là que nous on comprend pas toujours. Et donc il sera à ma compagnie la semaine prochaine pour ouvrir donc ce deuxième volet qui est sur la respiration. Donc je ne sais pas si René tu veux conclure, faire un petit mot de la fin ou t'avais pas un petit message à passer, tu l'as fait au début peut-être? J'ai fait au début, oui, mais simplement peut-être une chose, c'est parler de l'anxiété, parce que souvent il y a des gens qui confondent stress et anxiété, hein, c'est un mot qui revient des fois. Alors on va dire que le stress, ça représente une réaction générale de tout l'organisme, hein, via son système hormonal, on l'a vu, hein, adrénaline et puis cortisol notamment. Par contre l'anxiété, c'est plutôt une réaction plus locale. Mais les deux processus sont liés, hein, donc dans le corps et dans l'esprit. Donc un stress excessif, ça peut avoir des conséquences mentales importantes. Et l'anxiété, c'est plutôt le vécu psychologique du stress qui serait lui le vécu physiologique. Ouais, en fait, l'anxiété, c'est un peu le stress, quoi. Ça amène au stress. Si tu es anxieux, tu stresses forcément, quoi. L'anxiété, c'est-à-dire que l'anxiété, des fois, c'est simplement une anticipation d'un danger ou d'une menace qui n'existe peut-être pas ou pas encore. Exactement. C'est une anticipation. Donc, c'est un petit peu différent du stress. Ça serait, en gros, l'anxiété, oui, le stress, on le vit, en fait, psychologique, sur le moment, et l'autre, c'est physiologique. Voilà, le stress, c'est physiologique. Voilà. C'est vrai que l'anxiété, l'événement ne va pas forcément se produire. Tandis que lorsqu'on est stressé, c'est justement parce qu'il y a eu un événement qui nous a donné ce stress. Donc voilà. C'est quand même différent, effectivement. Sur un événement qui peut effectivement ne pas se produire. Voilà. Oui, exactement, c'est ça. Eh bien, écoutez, je crois que on a fait le tour donc du premier volet qui était basé donc sur le stress. La semaine prochaine, on va axer donc l'émission sur la respiration, donc toujours avec René Faure. Donc moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 12h à 13h sur Radio Grand Lac 88 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Donc je crois que René avait quelque chose à dire. Oui, je vais dire au revoir à tous, bien sûr, et puis très heureux d'avoir passé une heure en votre compagnie. Et puis encore un grand clin d'œil à tous ces groupes de sophrologie et d'auto-hypnose qui viennent me travailler avec moi le mardi à la maison de quartier du Cirrose, et je vous attends pour voir d'abord si vous avez tous bien écouté. Non, je rigole. Je vous signale que René m'a quand même dit qu'il allait faire un test pour savoir si vous aviez écouté. Donc attention. Voilà. À bientôt. Alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être, tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 88 FM. Radio Grand Lac 88 FM. Claudine avec vous dans Passeport Bien-être tous les mercredis de midi à 13h sur Radio Grand Lac. Restez zen,